Donc nous sommes actuellement devant le violon, la cellule de garde à vue du commissariat central de la ville de Ouagadougou. C'est le commissariat le plus important de la ville. Et les cellules que vous voyez datent d'assez longtemps, depuis la période des années 80. Donc ça fait quoi? Ça fait une semaine que vous êtes là pour une affaire de soupçon de braquage. Vous êtes combien dans cette affaire? Alors, on a une mission de tuberculose. Moi, la banque aussi, quand il est venu, il a tapé mon papa. Si c'est de tuberculose, ça veut dire que vous ne devez pas être ensemble, il est contagieux. Donc, comme les femmes sont là, on est obligé de vous mettre ensemble parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est ça. Parce que je n'ai plus prendre les médicaments. D'abord, c'est pas simple. Ouais, hier, on était 34 personnes. Donc, on était obligé hier de gréver. C'est nous-mêmes, on a grévé pour sortir d'autres. Pour que nos gars essayent de voir les conditions, les petits cas, ils vont essayer de voir. Donc, les cas qui sont à vérifier, les cas qui sont à faire de l'enquête, nos gars, ils vont essayer de voir ça. Sinon, on était nombreux ici hier. Maintenant, nous, on nous envoyait là-bas pour partir, on a besoin d'avoir un petit café. Bon, les conditions de détention, bon, c'est comme on dit à le voir, sont essentiellement fonction des moyens dont dispose le commissariat. Mais pour l'essentiel, il faut le reconnaître, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Donc les conditions, pour le point focal droits humains que je suis, les conditions ne sont pas réunies et c'est vraiment déplorable et honteux de faire le tour de ces lieux de garde à vue, qui ne sont pas des prisons. Ce sont des points de garde à vue, ça veut dire où on doit garder le prévenu le temps de faire une enquête. Donc rien ne dit que la personne a effectivement commis une infraction. Donc il n'y a pas lieu que la personne soit maintenue dans des conditions inhumaines. Le point de vue salubrité, c'est vraiment très déplorable. Ce sont des prisons qui sont très exiguës, mal aérées, et c'est malsain, c'est malodorant. C'est des conditions vraiment inhumaines. Voilà. Mais tout ça, je pense qu'il y a également une question de volonté politique. Parce qu'au quotidien, moi j'ai été responsable du commissariat d'arrondissement, un des commissariats d'ailleurs qu'on a visité, le commissariat de Ouagadougou 2000. Au quotidien, nous faisons des rapports à l'autorité pour que des améliorations puissent être apportées, mais les résultats ne viennent pas. On a été au commissariat de Ouagadougou. Là-bas, alors, quelqu'un ne souhaite même pas que son ennemi soit dans le violon que nous avons visité. Parce que les WC sont bouchés. Tout est bouché et les gens font les sels dans les sachets pour aller jeter le matin. Ça fait pitié. En tout cas, au commissariat de Ouagadougou que nous avons visité, avant-hier là, il faut vraiment que l'État s'occupe vraiment de ceux qui sont là-bas, parce que les personnes humaines, rien ne prouve que qu'ils ne sont pas condamnés, peut-être le d'accès un jour, mais les conditions de détention ne sont pas ça. Et effectivement, nous avons visité la prison centrale du Burkina Faso, de Ouagadougou. Alors, nous avons visité plusieurs départements.
Alors, on n'a pas vu des cas de torture physique comme ça dans les prisons. Mais c'est les détentions qui posent des fois problème dans certains départements. Alors, les détenus que nous avons, les prisonniers, ont témoigné les conditions de vie à la prison là-bas. Le problème de nourriture, à tous les niveaux, il y a des problèmes de nourriture. Et nous avons vu ce qu'ils mangent. En temps normal, si on dit à quelqu'un de manger, il ne va pas manger. En temps normal. Mais là-bas, ils sont obligés, et c'est une fois par jour qu'ils mangent. Alors, tout de suite, on a vu qu'ils avaient un problème de l'eau même. L'eau de boisson même, ils ont un problème de l'eau de boisson. Dans la journée, il n'y a pas de l'eau. Alors, il faut attendre la nuit, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Nous avons observé non seulement il y a la surpopulation d'abord, les conditions d'hygiène. Je reviens encore dans le quartier des enfants, quand je vois les toilettes, les robinets sont vraiment foutus, l'eau coule, les toilettes ne sont pas ça, la promiscuité qui est là, vraiment, ça entraîne des graves maladies. Donc ça fait que vraiment, c'est un cri de cœur, ça soulève le cœur quand on regarde ça. C'est vrai qu'ils sont là-bas pour être resocialisés, comme on le dit, mais ce n'est pas des sous-hommes, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Et ce que je déplore aussi au niveau des femmes, c'est les femmes qui se retrouvent qui sont en prison en ce moment avec des enfants à bas âge. C'est vrai qu'il y a d'autres qui allaitent toujours, mais il y a d'autres qu'on n'a pas encore, qui ont été sévrés, mais qui se retrouvent là avec leur maman. Ce n'est pas leur place, ce n'est pas la place des enfants dans la prison. Selon la Convention contre la torture, la torture, c'est des actes qui infligent des souffrances aiguës et qui sont morales ou physiques et qui sont commis par des acteurs publics, donc, ou par leur consentement ou avec leur consentement expert ou tacite. Donc c'est différent d'actes de violence commis par d'autres types d'actes. Dans notre contexte, les potentielles victimes, ce sont les personnes en garde à vue ou les personnes, en tout cas, déjà condamnées en maison d'arrêt et de correction. Ce sont ces personnes qui sont les plus exposées, mais on a souvent vu que les personnes vulnérables peuvent être aussi des personnes de minorités sexuelles notamment, ou bien des personnes avec des revenus modestes, parce que si vous n'avez pas assez de revenus pour avoir accès à de l'assistance judiciaire, vous êtes beaucoup plus exposé à ces cas de torture. Jusqu'à une date très récente, la torture était une pratique qu'on notait au niveau même déjà des forces de défense et de sécurité. Forces de défense et de sécurité, aussi bien dans la police, chez les militaires, les gardes de sécurité pénitentiaire, qui peut-être au départ n'avaient pas reçu suffisamment la formation requise, se sentaient obligés d'infliger des tortures peut-être aux prévenus dans le but de parvenir au résultat escompté. Ça veut dire ils interpellent là un délinquant et ils estiment que peut-être en lui infligeant certaines tortures, certaines maltraitances, qu'il va passer aux aveux. Parce qu'en réalité, certains qui, peut-être par déformation professionnelle, pensent que l'aveu c'est la meilleure des preuves, alors pas forcément, La pratique de la torture, j'allais dire des mauvais traitements de manière générale, c'est une pratique qui a malheureusement cours jusqu'à présent. J'allais même dire que c'est une pratique ambiante et récurrente. Vous savez, dans nos différents postes de détention préventive, que ce soit des postes de police, que ce soit des postes de gendarmerie, c'est une pratique qui est malheureusement systématique. Lorsqu'on vous interpelle ou lorsqu'on vous garde à vue, la pratique des mauvais traitements a régulièrement cours. Je le dis souvent, malheureusement dans notre pays aujourd'hui, vous savez, un principe qui veut qu'il y ait quand même la présomption d'innocence lorsque un fait se commet et lorsque les soupçons pèsent sur une personne. Malheureusement, dans nos pays africains, au Burkina en particulier, au lieu de la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. Et lorsqu'on vous attrape, c'est au minimum la chiffre. C'est les injures, c'est les mauvais traitements. Et je crois que c'est une situation extrêmement préoccupante que nous gérons encore aujourd'hui, surtout dans les commissariats de police, les postes de gendarmerie, et également de plus en plus, de manière alarmante et inquiétante,
dans les maisons d'arrêt et de correction. Au niveau du Burkina Faso, vous avez des taux de remplissage qui vont jusqu'à parfois 200%. Et c'est extrêmement difficile. Nous avons régulièrement fait le tour des maisons d'arrêt et de correction sur l'ensemble du territoire national burkinabé. Et ce que nous avons pu vivre comme situation carcérale, les conditions carcérales de détention, c'est extrêmement horrible, c'est inhumain et c'est dégradant. Et je crois que c'est un phénomène qui est là. Au Cameroun, la situation de la torture aujourd'hui a pris une ampleur très importante depuis que le pays est engagé dans la lutte contre le terrorisme avec Boko Haram dans la partie nord du Cameroun. Les actes de torture sont devenus légion par les hommes d'armée et la société civile n'a cessé de dénoncer ça. Sous le prétexte évidemment de la lutte contre Boko Haram, plusieurs Camerounais, surtout dans la partie du nord du pays, sont souvent soumis à la torture. On a eu des cas de morts en série dus à la torture. Et aujourd'hui aussi, il y a d'autres situations qui aggravent davantage les actions de torture dans notre pays, notamment tout ce qui est activité de lutte pour une société, pour une amélioration de la situation sociale. Aujourd'hui, la partie anglophone qui est surchauffée avec des revendications diverses. Plusieurs personnes sont sujets à la torture de ce côté-là également. Et je dois dire qu'il y a quelques années, le Cameroun a adopté une loi soi-disant de lutte contre la torture, contre le terrorisme, et cette loi-là donne un certain nombre d'ouvertures à l'administration pour exercer la torture sur les populations, n'est-ce pas, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je peux affirmer que le Cameroun est un pays qui est sujet à la torture. Et il suffit d'aller, n'est-ce pas, dans les différentes prisons du Cameroun pour voir dans quelle situation les détenus sont. Ils sont quotidiennement objets de torture. D'ailleurs, on vient d'avoir une information selon laquelle le mois dernier, le mois de février, il y a eu 11 personnes décédées à la prison centrale de Yaoundé. Et il semble que tous les mois, il y a des décès, n'est-ce pas, dus à la torture, à la mauvaise prise en charge sanitaire des gens et plein d'autres choses encore. Je crois que le Cameroun, aujourd'hui, je dois le dire, renforcé par n'est-ce pas, la lutte contre Boko Haram dans le nord du pays, est entré vraiment comme un pays essentiellement tortionnaire. Ça, il faut le dire, parce que même les leaders d'opinion, les leaders de la société civile sont constamment arrêtés et torturés dans les commissariats et envoyés souvent en prison sans qu'on ait donné l'objet réel de leur arrestation. L'éducation aux droits humains a un rôle capital dans la mesure où elle participe à donner de l'information, à sensibiliser, à donner des connaissances sur un peu les droits humains et au fur et à mesure, elle peut participer à un changement au niveau individuel, au niveau communautaire. Donc si par l'éducation aux droits humains, on arrive à toucher des publics donnés et que ces publics-là arrivent à sensibiliser beaucoup plus de personnes, donc il y a un effet démultiplicateur et ça peut en tout cas favoriser la prévention de la torture. Le projet prévention de la torture dans la francophonie vise un peu à faire connaître en tout cas les normes internationales et régionales qui interdisent la torture. Et dans le cadre du Burkina et du Cameroun, ça vise un peu à renforcer les capacités des acteurs qui interviennent sur la question en matière de prévention de la torture. Donc, le projet a un volet régional et un volet national. Le volet régional concerne 7 pays francophones d'Afrique et pour le volet national, il y a le Burkina et le Cameroun qui sont concernés. La formation vise d'abord, un premier aspect, c'est celui d'outiller les différents participants. Il faut pouvoir outiller parce que vous et moi, vous savez que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, demandez de vous parler de la torture, il vous dira la bastonnade à la maison. Donc il faut faire le distinguo. Il faut déjà amener les gens à comprendre que ceci est un acte de torture, ceci n'est pas un acte de torture. Maintenant, comment est-ce qu'on peut amener la communauté à s'approprier la torture pour mieux défendre les victimes?
Alors, la cible que nous avons ici essentiellement, elle est constituée des personnes qui sont dans la société civile. Société civile, nous avons également des personnes qui appartiennent à, je peux dire d'une certaine façon, au gouvernement, parce que nous avons des gens qui travaillent avec des personnes incarcérées. Nous avons également des gens qui répondent même de certains organismes proches de l'État. Donc nous visons en fait toucher toutes les sensibilités pour que notre travail ait un certain résultat, pour que le résultat soit efficient et efficace. Les enjeux de cette formation, ils sont nombreux. C'est déjà d'amener les participants à s'imprégner de ce que c'est que l'éducation aux droits humains, à utiliser la méthode participative et à réfléchir sur la torture et la prévention de la torture dans nos différents pays. C'est un enjeu énorme parce que c'est des questions, on l'a vu tout à l'heure, qui sont transversales et se posent dans la plupart de nos pays. Et il est important que ceux qui travaillent dans la société civile pour accompagner les gouvernements puissent avoir les outils, les habiletés aussi, pour pouvoir accompagner ceux des citoyens qui seraient victimes de torture et même tous les citoyens dans la prévention de la torture. Ce type de projet, je pourrais dire même que c'est salutaire. Oui, parce qu'au quotidien, il faut une réactualisation de ce qui se fait au quotidien. Rappeler toujours ceux qui sont bien souvent exposés ou bien qui pratiquent cette torture-là. Bien souvent, il faut les réactualiser leurs connaissances, leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de procéder à cette torture. Non seulement vis-à-vis des droits des gens qui torturent, mais également ils s'exposent également à des poursuites lorsqu'ils s'adonnent à ces pratiques. Et bien souvent, ils ne le savent pas. Voilà. Donc, au quotidien, il faut le leur rappeler et surtout leur montrer les bonnes pratiques. C'est important. Dans la formation, il y a ceci de spécial que les participants des différents pays vont déjà, pendant la session, analyser la situation de leur pays respectif et ce qui se passe. Mais il y a aussi qu'au terme de la formation, quand ils seront rentrés chez eux, ils vont mettre en œuvre des activités que nous appelons des activités collectives ou d'action collective. Ces participants vont mettre en œuvre des activités, soit pour la sensibilisation, soit pour l'accompagnement des personnes victimes de sensibilisation. Ils vont travailler déjà dans leur centre d'intérêt premier, mais ensemble, ils vont réfléchir à comment vraiment sensibiliser les autorités face à des actes de torture qu'on devrait réprimer. Une bonne appropriation des droits humains peut amener l'individu à prévenir les actes de torture. Et ça, c'est une démarche particulière qui, à mon avis, est au centre de tout ce processus-là et qui va être un élément déterminant parce qu'il va toucher les consciences individuelles des personnes avant de les envoyer, n'est-ce pas, à l'action. Je crois que c'est peut-être quelque chose qui est une particularité d'Equitas parce que l'éducation aux droits humains a cette puissance d'agir dans la conscience de la personne en lui faisant prendre conscience de quelque chose qui est là, qui existe, qui est présent, mais qui n'est pas souvent mise en surface, qui n'est pas souvent relevé. Et de cette prise de conscience, ça pousse l'individu à aller vers l'action pour agir à la transformation sociale. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, que j'ai retenu dans ce projet. Ce n'est pas simplement un projet qui vise, n'est-ce pas, à aller changer une situation, mais c'est un projet qui vise à utiliser, n'est-ce pas, une méthode, une pratique, une façon de faire pour transformer une situation. Je crois que c'est ça qui, à mon avis, est ce que j'ai le plus retenu dans ce processus parce que je travaille dans la conduite de beaucoup de projets, mais j'avoue que l'approche participative d'Equitas n'est pas toujours utilisée et connue des gens. Et en plus, l'approche d'éducation aux droits humains comme outil, n'est-ce pas, pour aller changer des situations, ce n'est pas souvent utilisé par les gens. Et ça va être quelque chose comme un défi pour ceux qui ont conduit le projet, comment utiliser les droits humains pour aller à la transformation d'une situation. L'approche participative,
comme nous l'avons appris aussi bien à Montréal que dans nos sessions d'orientation, c'est une approche qui est centrée sur l'apprenant, on part de l'expérience des participants. C'est comme une maison en fait, qui doit avoir 3 piliers. Alors le premier pilier, c'est partir de l'expérience des participants. Le deuxième pilier, c'est analyser et réfléchir d'une manière critique à ce qui se passe et devant les situations. Et ensuite à élaborer des stratégies pour l'action. Et l'action, c'est viser surtout le changement social. Et quand on suit une formation d'Equitas, on est d'abord frappé par cette approche, à savoir l'approche participative, qui est appropriée pour la formation des adultes. Or, justement, dans le cas de la sensibilisation, on n'a pas affaire nécessairement aux petits-enfants, aux élèves. On a affaire à des personnes déjà d'un certain âge. Et plus vous participez, plus vous vous sentez impliqué